Bon, on a vu Mufasa, la mi-suite, mi-préquelle, mi-molle du Roi Lion de Jon Favreau, et trêve de non-suspense, c'était à peine moyen. Non pas que j'en attendais grand-chose après le remake photoréaliste de 2019 que j'ai trouvé... Mais au moins, là, on nous vendait une histoire originale et donc quelque chose d'un peu plus excitant qu'un bête copier-coller du classique de 94. Ça pouvait que être mieux. Eh bah figurez-vous que non. Mufasa, ton heure est venue. En 2019, le remake du Roi Lion a rapporté plus d'1,6 milliard de dollars au box-office mondial. Forcément, il n'y avait pas un monde dans le multivers où Disney n'allait pas sauter sur une suite tel un fauve sur un rumsteak. Mais plutôt qu'une suite, qui existe déjà, Disney a préféré explorer un angle mort de la mythologie du Roi Lion, en tout cas dans les films, qui est l'enfance de Mufasa et de son frère Scar. En gros, ils ont à moitié calqué le modèle de Cruella, et même si c'est pas une rêve de dingue, sur le papier, c'était toujours mieux qu'un remake plan par plan. En plus de ça, c'est étonnamment Barry Jenkins qui a été approché pour la réalisation, et encore plus étonnant, il a dit oui. Bon, quelques jours avant la sortie, il a dit dans la presse qu'il ne referait plus ce genre de film, parce que c'était pas son truc. Et oui, évidemment que c'est pas son truc. Barry Jenkins, c'est un cinéaste américain qui vient de la scène indépendante et à qui on n'avait jamais confié un budget supérieur à 12 millions de dollars. C'est aussi un cinéaste engagé qui fait des drames intimes et romantiques, toujours avec une forte dimension sociale et pas masse d'effets spéciaux. Mufasa, c'est son 4e long métrage en tant que réalisateur, après Si Beale Street pouvait parler, Moonlight, qui a reçu l'Oscar du meilleur film en 2017, et Medicine for Melancholy. Mais c'est surtout son premier blockbuster et qui plus est un blockbuster de franchise entièrement numérique sans la moindre prise de vue réelle. On ne connaît pas encore son budget, mais le Roi Lion avait coûté dans les 260 millions de dollars pour donner une idée. Alors forcément, le choix de Barry Jenkins interroge. Bon, lui a dit qu'il avait vu le film d'animation je sais pas combien de fois, qu'il ressentait une forte connexion à l'histoire blablabla, et peut-être qu'un petit neveu ou une petite nièce lui a fait du chantage affectif pour qu'il accepte. On sait pas, mais pourquoi Disney est allé vers lui en premier lieu? Si ce n'est pour ajouter un autre réal oscarisé à son tableau de chasse, un peu comme chez Marvel avec Chloé Zhao et les Éternels. Parce que bon, pour Aladdin, Guy Ritchie par exemple s'était fait les dents sur Sherlock Holmes et son roi Arthur. Pour Pinocchio, Robert Zemeckis avait plus que l'expérience nécessaire en matière d'effets spéciaux, tout comme Rob Marshall, qui a été engagé sur La Petite Sirène, avait déjà eu de gros budgets entre les mains avec Pirates des Caraïbes 4 et Le Retour de Mary Poppins. Barry Jenkins, lui, c'était une sorte de grand écart sans échauffement qui pouvait que finir en claquage. Pour profiter des films chez vous dans les meilleures conditions, on a pour ça notre partenaire, sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est nos camarades experts dans le domaine hi-fi et home cinéma. Et que vous soyez connaisseurs ou néophytes, ils savent vraiment mettre l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 16 magasins en France ou sur leur site internet. Et aujourd'hui, puisque le Papa Noël approche, je suis là pour vous parler d'une télé 4K et je vais prendre une grande inspiration pour la référence. La Panasonic TV55W83AE6. Le compte est bon. C'est une télé à dalle QLED de 55 pouces, donc déjà une belle bête. Et grâce à sonvideo.com, son prix passe de 690 € à 490 €, soit moins 29% pour les fêtes. Ça fait un beau cadeau. La technologie QLED, ça consiste en un rétroéclairage de votre télé avec plein de petites LED pour assurer plus de contraste dans l'image et plus de nuances dans les couleurs. Chez Panasonic, ils ont leur propre technologie, appelée Quantum Dot, pour assurer cette qualité d'affichage. Forcément, tout ça est compatible avec les formats HDR comme le Dolby Vision et le HDR10+. Pour le son, c'est aussi compatible avec le Dolby Atmos, en sachant qu'il y a carrément un subwoofer intégré dans la télé. Donc plutôt pas mal. Donc tout ça est idéal pour tous vos programmes en 4K, que ce soit vos jeux vidéo en 60 Hz, vos Blu-ray UHD ou même vos plateformes de streaming, en sachant que Panasonic utilise le système d'exploitation Fire TV pour vous donner accès à vos applis préférées. Tout ça pour 490 €, donc allez voir le lien en description et n'hésitez pas à visiter le reste du catalogue de sonvideo.com. Sur un malentendu, l'histoire d'un jeune paria qui erre sur une terre qui ne veut pas de lui et cherche sa place, ça aurait pu être un terreau fertile pour lui et l'occasion de faire un drame intime qui se mêle à la grande histoire des lions ou que sais-je. Sauf que Mufasa souffre du même problème que presque tous les remakes ou spin-offs qu'on a eu ces dernières années. Si le nom de Jenkins n'apparaissait pas au générique, ce serait impossible de deviner qu'il est impliqué dans le projet. Comme les autres, il a lui aussi été aspiré et digéré par la machine Disney, et Mufasa n'est rien d'autre qu'un énième produit de studio impersonnel et formaté qui remplit consciencieusement un cahier des charges. Pourtant, le voyage de Mufasa vers sa terre promise, qui perso me rappelle beaucoup le petit dinosaure et la vallée des merveilles, c'était pas une mauvaise idée en soi. Ça varie un peu les paysages avec les montagnes neigeuses, les canyons, les terres arides.
Bref, c'est une jolie visite du continent, mais le voyage en lui-même, il est pas vraiment éprouvant et pas tellement riche en péripéties. Pas plus que les affrontements avec les méchants lions. Le pire, ça reste le climax qui est ultra rushé, alors qu'on nous vend un truc de fou furieux, style Avengers Endgame entre les animaux de la savane et le clan des lions blancs, avec en plus un tremblement de terre prophétique qui s'en mêle, mais on n'en voit quasiment rien. Ça aurait pu être tellement plus spectaculaire et divertissant, mais à la place on a un vieux 1v1 sans suspense, 3 cailloux qui tombent, un bout de falaise qui se décroche et basta. En fait, le film échoue à créer ses propres images et ses propres motifs. Il y a vraiment rien de marquant ou de fort. On a encore une histoire polie à l'extrême, surtout par rapport au classique de 94 qui, en comparaison, n'avait pas peur d'y aller, à base de Mufasa mort et d'imagerie nazie. Mais là, les morts sont laissés hors champ et à part les larmes de crocodile habituelles dans les Disney, tout ce qui pourrait apporter de la gravité et de la profondeur est mis sous le tapis. Par exemple, le fait que Mufasa ait tué un autre lion, ça devrait jouer sur son évolution et sa caractérisation. Mais non, c'est pas un sujet, juste un prétexte pour que les méchants le traquent. Ce que ça lui fait d'avoir du sang sur les pattes, tout ça, faudrait surtout pas en parler, C'est un film pour enfants. On sent d'autant plus la différence que Mufasa et le Roi Lion sont assez similaires dans leur structure narrative. Le truc du grand cercle de la vie, de l'éternel recommencement et la destinée, c'est juste devenu un autre prétexte pour refaire quasiment le même film, parce qu'il s'agirait pas de prendre des risques. On retrouve toutes les grandes lignes, le trauma de Mufasa et le drame qui l'a séparé de sa famille, la création d'une famille de substitution avec des amis mal assortis, un usurpateur autoproclamé, le retour du roi, la paix restaurée et générique de fin. Et si on pensait que ce serait l'occasion de creuser les personnalités embryonnaires du film original, c'est loupé aussi. Mufasa adulte, à peu de choses près, c'est Simba adulte, trop parfait pour être intéressant, et Sarabi, on lui a juste collé le caractère de Nala, et voilà. Le scénario fait à peine semblant de s'intéresser à elle, on nous dit que toute sa famille ou presque a été exterminée, mais elle parle vite fait des fleurs de son ancienne vallée, et on passe à autre chose. Sa solitude, sa tristesse, sa peur, ses doutes, sa rancœur, qu'est-ce qu'on pourrait bien en avoir à faire? Pareil pour Rafiki, à qui on colle 2 minutes et demie d'origine story à trous, histoire 2. Et Taka, le futur Scar, c'est le plus gros gâchis du film. On aurait pu voir un lent glissement de sa personnalité, son personnage sombrer petit à petit, être dévoré par la jalousie et consumé par la haine. À défaut d'être original, ça aurait pu être un peu plus fort et profond, mais bon, là j'en demande vraiment beaucoup trop. Taka qui devient Scar, c'est une finalité plutôt logique quand on regarde le film, mais l'exécution est catastrophique, comme le switch de Daenerys dans la saison 8 de Game of Thrones. En fait, c'est ce traitement en surface d'absolument tout qui est dommage. Par exemple, le refus de Mufasa d'être roi, allez hop, balayé. Pareil pour sa peur de l'eau, qui n'est nullement un enjeu ou un sujet, juste une façon de justifier 2-3 trucs dans le scénario. Kiara, c'est sûrement le pire. Parce que sa fonction est la plus évidente, c'est le reflet béat du public et des fans, à la fois les nostalgiques qui veulent en savoir plus sur l'histoire qu'ils adorent déjà, et ceux plus jeunes qui découvrent la franchise et sont censés en ressortir grandis ou je sais pas quoi. Et en dehors de ça, c'est une coquille vide. Et comme le film est incapable de trouver ses propres symboles, il se contente de reprendre ceux du Roi Lion, en faisant juste du fanservice à gogo, avec des clins d'œil pas subtils de gros relous du métro. Et vas-y qu'on décline pas subtilement du tout, je voudrais déjà être roi et l'amour brille sous les étoiles, avec en plus les mêmes soucis de mise en scène toute plate. Alors oui, le design des lions est légèrement moins photoréaliste, donc ils ont l'air un peu moins empaillés, mais l'anthropomorphisation reste bancale, surtout quand on parle de réactions bien humaines, genre au hasard souffler sur un pissenlit. Et il y a toujours les mêmes limites, tout le monde court et grimpe sur des trucs pour donner l'illusion de dynamisme et d'euphorie parce que on peut pas faire grand chose d'autre pour s'amuser. Les nouvelles chansons quant à elles sont d'ailleurs totalement oubliables s'il fallait le préciser. Lin-Manuel Miranda, je l'adore dans Dr House, mais là après la désauce de la petite sirène, je sais pas, peut-être qu'il lui faudrait juste une pause ou arrêter. Donc difficile de s'intéresser à ce qui se passe à l'écran et de s'impliquer dans l'histoire, surtout quand elle est entrecoupée de chansons toutes nazes et quand ces bolosses de Timon et Pumba se la ramènent toutes les 20 minutes. Non vraiment, abattez-les s'il vous plaît. Comme il serait impensable de pas les mettre dans l'histoire et les rayons des magasins de jouets à 2 semaines de Noël, le film s'amuse avec l'idée qu'ils viennent parasiter l'histoire dont ils ne font pas partie, avec des blagues de paix et des vannes méta pour amener l'attention sur eux, parce qu'ils sont mégalos et savent que les vraies vedettes du Roi Lion, c'est eux. Bon, une fois, pourquoi pas, mais là ça vire au harcèlement et effectivement, ils cassent le rythme de l'histoire pour faire des pitreries et ça dessert totalement le film et l'immersion. Bon, en vrai, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui déconne chez Mufasa, mais pour rester sur le sujet des remakes de Disney, je me permets de me faire un peu d'auto-promo et de vous renvoyer vers ma récente vidéo sur le sujet. Merci en tout cas d'être resté jusque-là, et je vous dis à très bientôt. Stop!